Invitation, très particulièrement pour le docteur Siham pour son invitation. Merci infiniment. Après une absence de 2 ans du Maroc, ça me fait plaisir de revenir parmi vous. C'est mon pays natal et puis c'est l'occasion pour voir les amis, les collègues et la famille. Alors, pour rester sur ce qu'a dit Ahmed Binnis, je continuerai sur la CAN. Et donc, il y a pas mal de monde qui a commencé à préférer la CAN à la Champions League, parce que tout simplement, il y a énormément d'événements qui se passent à la CAN, contrairement à la Champions League. Et puis, ben, vous voyez, tous là, on est dans l'incertitude. Est-ce que Ziyech va être dans le match contre l'Afrique du Sud? Ben, on va voir ça. Alors, donc, au fait, je reste sur des cas cliniques, sur de l'électro. Hein. Pour ceux qui aiment l'électro, ils vont être servis. Alors, c'est des choses de la vie pratique. Hein. Il se trouve que c'est moi qui les ai vus, ces patients, mais vous avez pu les voir et vous en avez certainement vu des choses comme ça. Ben voilà, on démarre avec un premier patient, là, comme ça. Alors, la session, en fait, je pensais la mettre interactive, comme a dit Salima tout à l'heure. C'est un tout petit peu difficile, mais si quelqu'un veut prendre le micro, n'hésitez pas. Ou alors, je commenterai les tracés. Effectivement, je suggère que ce soit les plus jeunes, comme a dit Salima, pour commenter. Voilà, ça vient d'un jeune patient. Il se plaint de palpitations. Et donc, on a enregistré un Holter. On est tombé sur ce tracé. Qu'est-ce que vous pensez de ce tracé-là? C'est de l'AFA au début. OK. Très bien. Il fait des malaises lipotymiques. Pré-syncopal. Il n'est pas loin de la syncope. Et on a enregistré ce tracé. Qui est pour implanter un pacemaker? On fait voter. Pas mal de doigts pour le pacemaker. OK. Qui est pour un traitement pharmacologique dans un premier temps? Pas grand monde hein, pour le traitement pharmacologique parce que personne ne sait quel traitement pharmacologique il faut prescrire. Ah, il y a un doigt qui se lève là. C'est un artefact. Non, franchement, c'est de la fibrillation atriale. Ce sont des tracés vraiment très très fréquents hein, chez nos patients. Donc, ça démarre par une fibrillation atriale. Et au moment où la fibrillation s'arrête, hein, c'est une cardioversion spontanée de la fibrillation, bah, il passe à un rythme sinusal. Au fait, le mécanisme, c'est que le nœud sinusal, au cours d'une fibrillation atriale, il est bombardé par l'oreillette qui se contracte à 400-600 battements par minute. Et donc, c'est le nœud sinusal qui subit ce bombardement qui vient de l'oreillette. Et donc, il y a comme une espèce d'hibernation du nœud sinusal. Quand la FA s'arrête, bah, il est encore somnolent, il met un petit peu de temps pour se réveiller. Et donc, c'est le temps que ça prend. On appelle ce temps-là le temps de récupération sinusale. Le nœud sinusal, il est fait pour 70 battements minutes, 80 battements minutes au repos. Et puis quand on fait de l'effort, il s'accélère hein, jusqu'à 220 moins l'âge. C'est ça le nœud sinusal. Mais quand il subit un bombardement venant de l'AFA, il hiberne, il sommeille et puis il met du temps pour émerger. Et c'est pour ça il y a cette pause sinusale. Et puis, ben, il y a le retour au rythme sinusal ici. Alors, je vous ai posé la question qui lui met un pacemaker. Ben, j'ai vu quand même pas mal de doigts qui se sont levés dans la salle. Alors, souvent, ces patients-là sont envoyés effectivement pour l'implantation d'un stimulateur cardiaque. Et au fait, si on met un stimulateur, c'est-à-dire on va traiter la conséquence. Mais en médecine, on aime bien traiter la cause. Et au fait, la cause de ça, c'est la fibrillation atriale. Donc, il faut traiter d'abord la fibrillation atriale. Donc ne vous précipitez pas, surtout qu'on a en ce moment, actuellement, on a notre la possibilité de traiter la fibrillation atriale par ablation. C'est sûr que si on met un médicament, ça ne va qu'aggraver les choses parce que déjà à la base, il fait une pause prolongée et si vous prescrivez n'importe quel antiarythmique, n'importe quelle thérapeutique bradycardisante, ça va aggraver la situation, la pause sera plus longue et là du coup, il va syncoper. Donc traitons la cause, la fibrillation atriale. Alors concernant le cas du docteur Walid, moi ça me ferait énormément plaisir de traiter l'hôtesse. Hein. C'est Je,
C'est enregistré la séance? Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est pas le, j'irais pas dire c'est le fantasme du rythmologue, mais c'est le rêve du rythmologue d'avoir une patiente comme ça, une jeune, elle respire la santé, elle est fraîche comme une rose, elle a zéro facteur de risque, elle a zéro facteur de risque, donc elle a une oreillette toute petite, elle a une fonction VG normale. Donc, c'est le cas où je vais pouvoir lui dire votre taux de succès concernant l'ablation de FA est meilleur que pour les autres. Et malheureusement, et pourquoi je dis j'aimerais bien la traiter, au fait, l'avocat, son seul tort, c'est qu'il est avocat. Mais autrement, il est également le candidat idéal. Mais souvenez-vous, notre patient du quotidien, comme les patients que j'ai vus pas plus tard que ce matin, il y en a 4 qui ont été référés pour une ablation de FA. Je peux vous dire que je n'ai retenu aucun. Ils sont obèses, ils ont l'apnée du sommeil, ils sont hypertendus, ils sont diabétiques, donc ils cumulent toutes les comorbidités qui font que le taux de succès, quoi que l'on fasse, va être extrêmement médiocre. Mais les 2 patients de Walid, ils n'ont aucune comorbidité, le taux de succès, il est meilleur. J'hésite pas à leur annoncer, je leur dis, la littérature, c'est 80%, probablement plus avec la cryo et puis avec la nouvelle technique qui est très sécuritaire qu'on a commencé à utiliser aujourd'hui, dont Walid a parlé, le PFA. C'est juste magique. Ça, ça peut survenir. Est-ce qu'elle permet de démasquer des fois une dysfonction sinusale? La réponse est clairement oui. Mais malheureusement, on ne le saura que lorsqu'on a traité la cause, qui est la fibrillation atriale. Alors ici en bas, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que ici, on a une tachycardie atriale. N'importe quelle arythmie atriale qui est rapide, quand elle s'arrête, va occasionner une pause qui peut être plus ou moins prolongée. Et vous remarquez ici, il y a un retour en rythme sinusal. Là, il y a un retour en rythme jonctionnel. Probablement ce patient-là, parce que le sinus ne se réveille pas rapidement, peut-être que ce patient-là, s'il est symptomatique, s'il fait des malaises, etc., même si je sais que je vais lui traiter son arythmie atriale, ben, je vais le surveiller de près. Et ça répond à ta question, Siham, c'est celui-là, peut-être je lui tournerai autour et probablement il nécessitera l'implantation d'un stimulateur cardiaque. Voilà, ça s'appelle tout simplement le temps de récupération du rythme sinusal après une... Voici un autre exemple. Et voyez, donc le nœud sinusal émerge tout doucement. C'est bien ces graphes-là, parce qu'on voit quand est-ce que ça débute, l'AFA, quand est-ce que ça s'arrête. Le Holter nous permet d'avoir des renseignements vraiment très, très riches. Et surtout, ça permet de faire la corrélation entre les symptômes que le patient présente et ce que l'on va enregistrer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et à ce titre, probablement, les montres connectées sont en train de supplanter le Holter pour faire la corrélation entre symptômes. Et je n'hésite plus de dire aux patients qui ont les moyens de s'acheter une montre connectée, de le faire, surtout lorsqu'on n'a rien enregistré, ils continuent de se plaindre de palpitations. On a un véritable ECG embarqué avec, ça dépend de la montre, bon, il faut la considérer vraiment aujourd'hui comme un ECG et on a au travers ça d'importantes informations, surtout que, encore une fois, le plus important dans des situations comme ça, par exemple une dysfonction sinusale, même si vous avez des pauses prolongées, si le patient est complètement asymptomatique, il ne requiert aucune intervention. OK? La dysfonction sinusale, on la traite lorsque le patient a des symptômes. Et je peux vous dire que la plupart des dysfonctions sinusales, les patients sont très peu symptomatiques. Donc, pas de précipitation sur l'implantation de stimulateurs cardiaques parce que du coup, on crée une nouvelle maladie. Alors, celui-là. Pareil, un jeune patient qui est venu pour quelques malaises lipothymiques. Non, pas un Brugada. On lui fait le Holter, on enregistre ça. Variation respiratoire du rythme sinusal, c'est ce que j'ai entendu.
Pardon? C'est un jeune, une trentaine d'années. Malaise lipotymique. Pas jusqu'à la syncope, mais malaise lipotymique. Non, non, non. Enfin, l'ONTP, au fait, ici, sur cette partie, il est en rythme sinusal avec une conduction 1 pour 1. J'entends maladie de l'oreillette. Alors, il y a quelqu'un qui a parlé de mesurer les intervalles. J'ai bien entendu ça? Oui, au début, il est régulier et puis d'un coup, il présente cette bradycardie. Hein. Les A. Donc là, on dit que c'est une sortie en 1 pour 1, c'est-à-dire que le nœud sinusal transmet pour le ventricule en 1 pour 1. Et donc là, probablement, c'est du 2 pour 1, parce que si je mesure ce RR intervalle, il est égal à celui-là. Et donc, la dysfonction sinusale, on ne peut mettre en évidence que le bloc 2 pour 1. OK? Et donc, on a un moyen très simple. Je mesure un intervalle PP. Si cet intervalle-là est égal au double ou au triple, souvent c'est un multiple de l'intervalle PP de base, c'est que là, j'enregistre une dysfonction sinusale. Et celui-là, il m'inquiète plus que celui qui fait un temps de récupération sinusale prolongé parce qu'on sait qu'il y a une dysfonction sinusale. Vous imaginez à l'effort, il est en train de grimper les escaliers, tout simplement. Il est comme ça et d'un coup, ça chute de 50% et c'est sûr qu'il est symptomatique. Hein. Donc celui-là, il faut compenser son sinus et celui-là, il n'y a pas trop d'hésitation pour implanter un stimulateur cardiaque. S'il est symptomatique, le même tracé, un patient complètement asymptomatique, je veux dire, on s'en inquiète absolument pas. Oui, c'est un bloc sino-auriculaire, oui, oui. C'est du 2 pour 1. Voilà. Au lieu que ce soit du 1 pour 1, il y a juste une impulsion du sinus sur 2 qui arrive au ventricule. OK? Alors, ça peut être une dyspnée d'effort, ça peut être une fatigue, et dans sa forme prolongée, si on est dans du 3 pour 1, 4 pour 1, bah, ça peut être la syncope. Le PR est normal. Oui. Alors, encore une fois, donc ici on est en rythme sinusal, donc on n'a que deux nœuds dans le cœur, hein, dans le système électrique. Il y a le nœud sinusal qui est situé à la partie haute de l'oreillette droite, et puis le nœud auriculo-ventriculaire. Il n'y a que deux nœuds. Le nœud sinusal, son rôle, c'est la formation de la pulsation électrique qui va arriver au ventricule. Et le rôle du nœud AV, c'est juste transmettre l'information qui arrive du sinus. Alors, le sinus, je disais, pour un adulte normal, au repos, on est aux alentours 70-80 battements par minute. Mais quand on fait de l'effort, le nœud sinusal, il est tellement intelligent, il détecte qu'on est en train de faire de l'effort et il peut monter notre fréquence cardiaque jusqu'à 220 moins l'âge. Alors, de temps en temps, il y a une dysfonction au niveau du nœud sinusal qui fait que seul un battement sur deux arrive à l'oreillette. Et donc, l'oreillette va transmettre au ventricule que ce qui lui arrive. Comme il y a juste un battement sur deux, bah, c'est une dysfonction sinusale. Le nœud ne fait pas correct. C'est un bloc sino-atrial. OK? Et donc, oui? Oui? Ici, tu veux dire? Non, absolument. Oui. Au fait, il n'est absolument pas rare quand il y a une dysfonction sinusale. Si vous regardez bien les tracés, bah, je vais vous montrer un tracé typique de ce que tu dis. Au fait,
il n'est pas rare, comme la dépolarisation ne se fait pas de manière complètement normale, il n'est pas rare que la repolarisation soit également anormale, et c'est pour ça qu'il y a des modifications de l'onde de T. Alors, on verra un exemple, on ne peut pas les rater ceux-là, pourquoi pas, on peut le suspecter ici, mais c'est vraiment ici, là quand c'est du 2 pour 1, là comme ça, suspecter quand même une dysfonction sinusale plutôt. L'intervalle PP peut ne pas être 2 pour 1, peut soit s'allonger progressivement, soit régresser progressivement. C'est ce qu'on appelle le Luciani intervalle. On peut avoir un véritable changement de l'intervalle PP. Ensuite, tout ce qui se passe dans le commun va se passer au niveau du sinusal, tout ce qui se passe va se passer au niveau du sinusal, sauf qu'on ne va pas voir, malheureusement, les ondes électroniques. Et donc, c'est tout l'intérêt de la de réfléchir à ce qui se passe au niveau du sinusal sans avoir la traduction électrique. Moi, je ne peux pas éliminer des extravites en tout cas ventriculaire digéminée. Oui, oui. Oui, mais ce tracé-là, qu'est-ce qui est en faveur de l'oxy ventriculaire? C'est quand même, vous avez une régularité de médicaments. Et il y avait une régularité et un blocage. Dans l'oxy ventriculaire. Par contre, le fait de ne pas avoir cette régularité n'explique pas l'oxy ventriculaire. Il y a d'autres questions ici. Si on a vraiment, au fait, la place de l'exploration électrophysiologique endocavitaire pour les bradycardies, pour le BAV et la dysfonction sinusale, a perdu énormément. Au fait, on le fait vraiment dans de très très rares situations. On ne fait plus pour explorer par exemple un malaise, parce qu'on pense à une bradycardie, on ne fait plus l'exploration électrophysiologique. Mais dans des situations où on a vraiment un sérieux doute, oui, on peut mesurer ce temps de récupération sinusale dont je parlais. Bon, en fait, on mime ce qui se passe dans la vraie vie, on bombarde le sinus, on le stimule à fréquence très rapide et on regarde le temps qu'il met pour récupérer avant l'onde P suivante. Et c'est très difficile, il y a des paramètres électriques qui permettent de dire est-ce qu'il y a dysfonction sinusale ou pas. Ilham a une question, je pense. Alors, on va continuer. Et celui-là, moi je l'aime beaucoup ce tracé parce qu'il n'est pas rare. Si vous ne l'avez pas vu déjà, vous le verrez. Et donc c'est un jeune qui fait une véritable syncope. Donc tout le monde est d'accord, il est sinusal au début, hein, avec une conduction 1 pour 1. Qu'est-ce qui se passe après? Alors tout le monde a vu une onde P bloquée ici. Alors, ce jeune-là, il a fait une syncope à l'emporte-pièce. Qui l'implante ici? Il a fait une syncope à l'emporte-pièce. Son tracé électrocardiographique de base, il est parfaitement normal.
l'écho est normal, l'IRM est normal, il a un cœur structurellement sain. On fait le Holter, hein, comme on fait dans le bilan des malaises, même si le tracé ECG est normal, et on tombe sur ça. Il n'est pas sportif, non. Non, non, il n'est pas sportif. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous regardez bien avant que l'ONT-P se bloque? Le PR, il reste stable, hein, à mon avis. Je vais vous aider avec ça. Qu'est-ce qui se passe en termes de fréquence sinusale? Il y a une bradycardie sinusale progressive. Vous voyez le début, il est à 60 pour terminer ici à 45 avant que l'ONT-P bloque. C'est-à-dire qu'en gros, alors, on a une ONT-P bloquée. S'il y a une ONT-P bloquée, c'est que le nœud AV ne transmet plus. On est bien d'accord. Ce n'est pas la faute au nœud sinusal. Mais juste avant, il y a quand même un ralentissement du nœud sinusal avant que l'ONT-P bloque. On est bien d'accord. Est-ce que c'est normal chez quelqu'un qui est jeune, qui a un cœur structurellement sain, qui a en même temps une maladie au niveau du nœud sinusal et une maladie au niveau du nœud auriculo-ventriculaire? Ça ne fait pas de sens. C'est exceptionnel. Donc, pour expliquer ça, en même temps, l'ONT-P bloqué à l'étage atrio-ventriculaire et la bradycardie sinusale, ben, il faut se souvenir de qu'est-ce qui agit sur le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire en même temps. Ben, c'est le nerf vague, et ça, c'est la manifestation typique de la syncope vasovagale. Hein. Et donc, aujourd'hui, moins de 40 ans, c'est une non-indication, c'est même vraiment... c'est pas bien du tout d'implanter un stimulateur cardiaque chez ces patients. Il faut juste leur demander de s'hydrater comme il faut, hein, et de faire de l'exercice physique. Et généralement, ils sentent le malaise venir, hein, leur recommander s'ils sentent quelque chose, surtout une hypertranspiration, parce que souvent c'est ce qui accompagne le malaise vagal, leur dire de faire attention, de s'asseoir, de s'allonger, de faire comme ça. Mais ce n'est sûrement pas une indication à l'implantation d'un stimulateur cardiaque. Donc, oui, on peut le reproduire, oui, oui. Donc, souvenez-vous, si vous avez bradycardie sinusale plus ONT-P bloqué, je pense au malaise vagal parce qu'il y a une inhibition au niveau des deux nœuds. Alors, et celui-là? Ah, c'est un patient de 50 ans qui est un peu obèse et qui faisait des malaises lipothymiques. Alors, il y a une pause sinusale, mais qui est précédée d'une bradycardie. Et puis, vous voyez, ici, c'est un peu artefacté. Hein. On est bien d'accord? Alors que le début du tracé, il est parfaitement clean. Hein. On voit parfaitement bien la ligne isoélectrique. L'apnée du sommeil, je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, mais bravo. Et au fait, ce n'est pas rare ces tracés chez des patients obèses qui font de l'apnée du sommeil. Et quand vous avez sur un holter là, ben, vous voyez, au début, je vous disais, c'est clean, et ça devient un peu artefacté parce que, ben, au fait, il a fait le renflement plus l'apnée. Et puis, bah, l'épouse vous dit, bah, je pense qu'il est mort. Et au moment du réveil, il bouge un peu. C'est ce qui génère cet artefact-là. Donc, c'est une clé au niveau du holter pour penser éventuellement à l'apnée du sommeil quand vous avez des tracés de ce type. Vous voyez un autre ici. Sa fréquence est OK. Donc là, il fait son apnée du sommeil. Il récupère de son apnée du sommeil. Ça génère des artefacts. Alors on pense, enfin c'est décrit, on dit, ben voilà, il y a tant % d'artefacts, mais quand ça suit une bradycardie nocturne, suspecter une apnée du sommeil, c'est vraiment un élément très facile à voir. Il faut juste y penser. Donc c'est les bradycardies sinusales au cours de la nuit. Voici un état encore plus prononcé d'exemple d'apnée du sommeil.
Alors ceux-là, s'ils commencent à faire de la syncope, hein, la plupart, ils sont pas très compliants avec l'appareillage, hein. Et donc à ce moment-là, c'est pas rare, honnêtement, qu'on les implante, hein. On implante un simulateur parce qu'ils font de véritables syncopes. Et vous voyez, la pause, il est à 5,8. Alors vous savez, le cut-off concernant les pauses asymptomatiques, ça a été pendant très longtemps 6. On est en train de redescendre à 5. Donc, si j'ai une pause au-delà de 5 secondes, ben, je suis pas très confortable. Il faut aller à l'implantation. Euh, un autre registre. Oui, oui, mais ils sont pas malheureusement souvent compliants avec l'appareillage. Et c'est pour ça qu'il n'est pas rare qu'on implante un stimulateur cardiaque. Ah, j'ai mis juste la moitié du tracé. On s'attend à voir quoi sur la deuxième moitié? Ah, donc c'est bien cela. Le QT est monstrueusement prolongé ici. La morphologie de l'onde de T n'est absolument pas normale, hein, elle est gigantesque, hein, jusqu'à ce qu'une ESV tombe en période vulnérable de l'onde de T, et puis bon, ça dégénère. S'il ne le fait pas pendant le Holter, et si vous avez juste ça, ou ça sans la torsade de pointe, pensez à l'hypokaliémie sévère, pensez au QT long congénital, hein, c'est loin d'être rare, c'est pas vu systématiquement, hein, c'est une des causes des morts subites. Donc sur un simple Holter, si j'ai ça, si je mesure le QT de là à là, alors il fait plus de la moitié de l'intervalle RR, ce n'est pas normal. C'est comme ça, au fait, au lieu de s'amuser à le mesurer. Donc un moyen très simple, si le QT, je ne parle pas du QT corrigé, juste le QT, s'il dépasse la moitié de l'intervalle RR, c'est que je suis vraiment en présence d'un QT allongé. Et à ce moment-là, je prends la peine de le mesurer. OK? Donc ça, c'était induit par le sotalol. Et souvent, c'est les cardiologues qui induisent. Hein, quand ce n'est pas un QT congénital, le QT lent, c'est induit par les cardiologues parce qu'ils prescrivent le sotalol sans supplémenter le potassium. Et dès que le patient, enfin, vous savez, mon sotalol, diurétique, hypokaliémie, hypokaliémie, prolongement du QT davantage et torsade de pointe. Je ne m'attarde pas sur le mécanisme physiopathologique, hein, mais les antiarythmiques allongent l'action de potentiel, le potentiel d'action, pardon, et il suffit qu'il y ait une après-dépolarisation précoce qui tombe sur l'onde de T, et puis moi, ça peut dégénérer en torsade de pointe. Et ce tracé-là, il fait des attaques syncopales à répétition. Vous faites le Holter, vous tombez sur ça. Celui-là, est-ce qu'il y a une dysfonction sinusale? Ah, une onde P bloquée. Et là, au fait, je traite l'arythmie atriale, je ne traite pas la dysfonction sinusale. Et avec ce Holter, je n'ai pas d'explication pour la syncope qu'il fait. Hein. Malheureusement, bon nombre de ces patients sont envoyés pour l'implantation d'un stimulateur. C'est une non-indication parce qu'on le voit bien ici, il y a une extrasystole suivie d'un repos compensateur, hein, tout simplement. Ça ne fait absolument pas syncoper. Celui-là, il est intéressant. Alors, palpitation, et il nous a dit, au fait, il se plaignait de palpitation, début brusque, fin brusque, et il nous a dit, j'étais dans un hôpital, on m'a parlé d'une tachycardie à QRS fin. Alors, il nous a parlé d'une tachycardie à QRS fin. Est-ce que là, c'est une tachycardie à QRS fin? C'est plutôt une tachycardie. La première partie, il n'est pas très tachycarde, hein, sur cette première partie. On est bien d'accord. Et sur là, absolument. Donc, il y a une onde P là, il y a une onde P là, il y a une onde P là, il y a une onde P là. Donc, c'est une tachycardie atriale, hein, qui est conduite ici en 2 pour 1. Et puis, quelqu'un l'a dit, elle commence à être transmise en 1 pour 1. Et donc, on peut supposer qu'elle est conduite avec de l'aberration. Hein, tout simplement, c'est ce qui génère. Mais lui, il nous a dit, au fait, je fais une tachycardie à QRS fin. C'est ce qu'on lui avait dit.
Au fait, quand je mesure ici cet intervalle, je ne sais pas si vous avez vu l'animation, donc j'ai mesuré l'intervalle PP ici. Si je le rapporte à l'intervalle RR, c'est exactement le même, c'est-à-dire que c'est effectivement, ça confirme que c'est conduit en 1 pour 1. Donc si vous avez le doute sur est-ce que ça conduit vraiment en 1 pour 1, bah à ce moment-là, il faut juste mesurer le PP, intervalle ici, l'intervalle PP, vous le rapportez à l'intervalle RR, et ça vous dit clairement que c'est la même chose, donc c'est du 1 pour 1. Donc le Holter, c'est pas fini, et donc là, la tachycardie à QRS fin dont il parlait, ben, elle est là. On est bien d'accord. Et donc, en fait, tout simplement par le biais des périodes réfractaires, il ne conduit plus avec aberration, l'aberration a disparu, et donc il conduit tout simplement en 1 pour 1 avec des QRS fins. Et là aussi, je me suis amusé à mesurer l'intervalle RR là, il est superposable à celui-ci. Donc, c'est une tachycardie atriale conduite en 1 pour 1. On est bien d'accord. Celui-là, palpitation plus syncope. À quoi vous pensez si vous avez un Holter, là, juste le début du Holter, là, on n'a pas tout, on a juste le début du Holter. Donc, c'est une FA. Qu'est-ce qui pourrait faire syncoper un patient qui est en FA? Non, il n'a pas de Wolf ici, les QRS sans fin. Basé sur ce que je vous ai dit sur la première diapo, une pause sinusale. Donc, si vous avez un patient qui fait de la fibrillation atriale, multipliez les Holters. S'il fait des syncopes, cherchez cette pause-là. Hein, elle n'est pas rare. Elle n'est pas rare que ce soit vraiment la cause de la syncope. Et celui-là, c'est tout à fait une autre raison. Ce patient, il a fait un AVC ischémique, hein, documenté, bien vu par les neurologues et les radiologues qui ont tout documenté. Et donc, vous voyez, à partir de l'âge de 65 ans, tout patient qui fait un AVC ischémique, ben, on recherche de l'AFA. Et donc, je vous ai mis juste une partie du Holter. Est-ce qu'il y a quelque chose? Là, on est en train de rechercher de l'AFA hein, pour expliquer l'AVC ischémique qu'il a fait, hein, tout simplement. Est-ce que, basé sur ce tracé, est-ce qu'il y a quelque chose qui permette de vous indiquer que ce patient, peut-être, effectivement, il fait de la fibrillation? On est submergé par la demande des neurologues hein, vis-à-vis de l'AVC ischémique. L'entrée qui tombe sur l'entrée qui va déclencher après. Et, excellent, excellent. Au fait, l'onde T, qui est la période vulnérable du cœur, l'onde T ne supporte pas que quelque chose vienne lui tomber dessus. Donc, si c'est un R sur T, ça déclenche de la fibrillation ventriculaire. On est d'accord? Si c'est P sur T, ça déclenche de la fibrillation atriale. Donc là, je ne suis pas très confortable parce que l'onde T, elle est là, mais je vois cette onde T, elle est déformée par la présence d'une extrasystole atriale ici. Donc ça m'arrange quand j'enregistre juste après de la fibrillation atriale. Donc je peux dire au neurologue, oui, on a l'explication, ou du moins, oui, pour répondre à ta question, il fait de la fibrillation atriale. Et donc là, il n'y aura plus aucune hésitation pour le mettre sous traitement anticoagulant. Je suis beaucoup plus embêté lorsque j'ai juste ça. Il y a une hyperstabilité atriale et j'ai de nombreuses P qui tombent sur l'onde de T, mais je n'ai pas la FA. Alors celui-là, je vais multiplier le Holter et celui-là, ce type de patient, je ferai même un Holter continu avec l'espoir de choper cette affaire-là. Donc pour vous, un des messages ici, si vous faites la recherche de l'AFA sur Holter, si vous avez P sur T, probablement ce patient il fait de l'AFA. C'est juste qu'on n'a pas donné suffisamment de temps au temps pour la diagnostiquer. Alors ici, post-tachycardie atriale ou même flotteur atrial, hein, il y a un aspect assez typique. Hein. Il n'y a pas que la fibrillation qui génère un repos, un temps de récupération sinusale. La tachyatrie atriale, retour en rythme sinusal, bah, c'est ce qu'on a vu. Bah, là, c'est 3 secondes.
S'il fait des malaises atypiques, ben, on va le savoir. Celui-là, et je pense que c'est un des tracés où il ne faut pas rater ça. 48 ans, cardiopathie ischémique, il a une fraction d'éjection à 44% et il fait une syncope. C'est pour ça qu'on a fait l'Holter. Oui, j'ai bien aimé ce que tu viens de dire, Siam, même si tu n'as pas parlé fort, je l'ai entendu. Je pense que sur ce tracé, c'est pas pardonnable de passer à côté d'une tachycardie ventriculaire. Là, les QRS sont très larges, c'est parfaitement régulier, ça dure quand même un petit moment et ça s'arrête, on est dans du très rapide. Sur le simple fait qu'il a une cardiopathie ischémique, peu importe la fraction d'éjection, si vous avez une tachycardie à QRS large parfaitement régulière, pensez à la TV. Et au fait, pendant de très nombreuses années, et malheureusement on continue à le faire parce que les recommandations nous disent ça, on implante les patients d'un défibrillateur en prévention primaire sur la base de la fraction d'éjection en dessous de 35%. Sauf qu'on ignore que ceux qui font le plus de morts subites, c'est les patients qui ont une fraction d'éjection dans une zone grise. Elle n'est pas tout à fait normale, elle n'est pas sévèrement altérée. Et ça fait du sens parce que tout simplement, ils ont une petite cicatrice. Alors, quand on a une fraction d'éjection moins de 20%, ce patient-là, ben, c'est de la scar partout. Ils font plus de la réentrée. Le mécanisme de la réentrée est difficile, même la conception est difficile à concevoir. Et d'ailleurs, ils décèdent souvent par dissociation électromécanique. C'est même pas par arythmie ventriculaire. Mais les jeunes patients qui ont fait un petit infarctus et qui ont une petite cicatrice, au fait, à l'intérieur de la cicatrice, il y a encore des zones de conduction lente. Et vous le savez, chaque fois que vous avez à l'intérieur du cœur une zone de conduction lente et une zone de conduction normale, ben ça favorise la réentrée. Et donc c'est pour ça qu'ils font plus rapidement des tachycardies ventriculaires. Hein. Donc c'est faussement rassurant lorsqu'on a une fraction d'éjection 40-45%. Alors, il y a pas mal d'études qui sont en cours. Ça n'a pas intéressé l'industrie. C'est pour ça qu'on ne les implante pas en prévention primaire. Ils ont choisi juste un paramètre qui est très facile, mais qui est très mauvais, hein, la fraction d'éjection en dessous de 35%. Et il y a un paquet de gens qui sont implantés et qu'on a et que j'ai implanté moi aussi pour rien. Voilà. Mais ceux-là, il ne faut pas passer à côté. Oui, Rachida. Oui, absolument. Ce n'est pas le cas, on ne le voit pas ici, mais il me semble, bah, si je vais au bout de mes diapos, je ne sais pas si combien de temps il reste, Saïma? Le temps, bah, ok, bon. Ça, c'est de l'hospitalité marocaine pure. Hein, ça, c'est. J'aurais jamais ça, ni dans un congrès européen, ni dans un congrès américain. C'est ni là où je suis, ni à Riyad. Oui. C'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question. Personne n'a la réponse à ça. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que antécédent d'infarctus, fraction d'éjection moyennement altérée, je suis dans une zone grise. Au fait, s'il fait une syncope, je vais faire une stimulation ventriculaire programmée. Je l'amène à l'exploration. S'il est asymptomatique, je ne fais rien parce que je n'ai aucune recommandation. Mais s'il fait une syncope, je l'amène, je stimule le ventricule pour savoir si j'induis de l'arythmie ventriculaire. Oui, je n'hésite plus du tout à le faire. Vous savez que la stimulation ventriculaire programmée est tombée en désuétude, poussée par l'industrie, énormément. L'industrie, un défibrillateur, c'est 20 000 € à peu près. Hein. Donc l'industrie a poussé pour rendre les études positives. Hein. J'assume ce que je dis. Mais au fait, on doit rester clinicien avant tout. Alors, et celui-là, tracé très intéressant, très fréquent d'ailleurs.
Celui-là, qu'est-ce que vous pensez? Ah, on m'arrête là. Non, on m'arrête pas. Celui-là, il est vraiment pas rare ce tracé. Et souvent, c'est souvent mal interprété. Alors, c'est un patient qui se plaint de palpitations à début fin brusque. Et donc, on a enregistré ce type de tachycardie. Alors, ma question pour vous, est-ce qu'il s'agit d'une ou de deux tachycardies? Alors, qui parle de deux tachycardies? Voilà, je vois pas mal de doigts de tachycardie. Donc, la bitachycardie, oui, existe. Qui pense que c'est une seule tachycardie? Ok. Ceux qui pensent que c'est une seule tachycardie, pourquoi? Oui, mais comment je fais le diagnostic sur un tracé comme ça? Qu'est-ce qui peut m'aider? Alors, j'ai une onde P ici qui ressemble à celle-ci. Donc, on est dans du sinusal, hein, on est d'accord? Mais cette onde P-là, il y a une extrasystole. OK? Et donc, ça déclenche ça. Et puis, ben, j'arrive plus à individualiser. Ben, il y a des ondes P qui sont là. Il y a une tachycardie à QRS large. Et puis, ça s'affine. Au fait, il y a une règle en rythmologie. La cavité qui initie l'arythmie, ben, c'est celle qui est responsable de cette arythmie. Si ça avait été initié, par exemple, par une USV, ben, on va parler d'arythmie ventriculaire. Quand c'est initié par une extrasystole atriale, ben, c'est une tachycardie supraventriculaire qui est conduite au début avec de l'aberration, mais je peux vous promettre, je peux vous dire que 9 fois sur 10, 9,9 fois sur 10, ce tracé est interprété. Le patient fait des TV non soutenus associés à des épisodes de tachycardie à QRS fin. C'est une erreur. C'est rare d'ailleurs qu'un même patient fasse deux tachycardies en même temps. Ok, celui-là. Oui, c'est possible. C'est possible que dès qu'il y a le médicament, oui, tout est possible. Mais ça reste rare. Hein. Retenons que, enfin, à un moment donné, quand le patient présente une tachycardie avec des morphologies différentes, c'est que c'est une seule tachycardie. Il faut juste qu'on démontre pourquoi on est en train de dire que c'est une seule tachycardie. Alors, celui-là, il est hypertendu, il a 65 ans, il a une dyspnée. Ah, c'est pas le même PR. Donc, il y a effectivement ce PR-là, ce PR, ça s'allonge, on a la pause. Diagnostic ou pas diagnostic, là? Donc, il y a ce PR, là, ça s'allonge un peu plus, il y a la pause. Qui achète le Wenckebach? Un BAV de second degré type 1. On fait vote par les doigts. Personne? Qui achète un BAV second degré type 1, c'est-à-dire un Wenckebach, puisque un allongement. Ah, on n'a pas l'onde P bloquée. Ce tracé également est souvent interprété comme du BAV, enfin Mobitz 1. Ce n'est pas 1 puisqu'on n'a pas l'onde P bloquée. Parce que si je veux parler de BAV, ben, j'ai quand même besoin d'une onde P bloquée quelque part. Mais là, je n'ai pas d'onde P bloquée. Et donc, au fait, là aussi, si je calcule cet intervalle-là, il est 2 fois cet intervalle-là. Donc, on est plutôt de l'ordre de la dysfonction sinusale. OK? Alors, celui-là, pour avancer vite, parce que j'ai envie de vous montrer d'autres tracés, il me reste 3 minutes. OK? C'est toi qui as dit ça, 3 minutes? Ah, 5 minutes. Elle a dit 5 minutes. Mais si vous voulez qu'on arrête, on arrête. Ah, OK.
3 tracés. Alors celui-là, pour aller vite. Et il est vraiment intéressant également celui-là. C'est la pratique de tous les jours, ça. Pour ceux qui lisent les haltères. Vous voyez, je vous ai dit, c'est comme dans la canne, avec un ECG, un haltère, il y a plein d'événements qui se passent. Il y a énormément de surprises. La Champions League, c'est... Ah, j'ai entendu un sous-décalage du ST. Hein. Il ne faut pas regarder que le truc du rythme. OK. Bon, alors, pour aller vite. Donc, il est sinusal, le PR est à peu près OK. Et donc, là, il y a une extrasystole qui est bloquée. Et à chaque fois, là aussi, il y a une extrasystole qui est bloquée, on est d'accord. Et donc, c'est assez subtil, mais le sous-décalage qui précède l'extrasystole atriale, il est un peu plus prononcé que le reste. Et tout simplement, sachez que quand on a une ischémie, et c'est pour ça qu'il n'est pas rare qu'on bilante un patient qui fait du BAV, parce qu'il y a une claudication au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Hein, et donc, chez ce patient-là, ça ne m'inquiète pas trop l'extrasystole auriculaire bloqué, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le sous-décalage du segment ST, et donc je vais le bilanter pour l'ischémie qu'il présente. Hein. C'est sûr que je le bilanterai. Donc, si vous avez une onde P bloquée en même temps qu'un sous-décalage, suspectez vraiment, il y a de très fortes chances que le patient ait une coronaropathie. Alors, ce tracé-là. On rentre dans des choses qui nécessitent un tout petit peu plus de cogitage, là. Donc, 25 ans, c'est une jeune femme qui se plaint de palpitations. Début brusque, fin brusque. Vous lui faites le holter, boum, vous enregistrez ça. Une tachycardie ou 2 tachycardies? Je viens de vous dire ce que je pense. Hein. On est d'accord, donc le message est passé. Une seule tachycardie. Alors laquelle? Elle est ventriculaire ou supraventriculaire? Pourquoi? Celui qui dit... Alors, premier élément. Ça fait discuter l'électro. Hein. Alors, premier élément, comme vous avez ça, je vous donne un tuyau qui est très facile à retenir. C'est une jeune, elle a un cœur sain, elle fait des palpitations. À quoi je vais penser? Bouvray, c'est-à-dire réentrée intranodale, ou l'autre, il n'y en a que 2. Ou la présence d'une voie accessoire, hein, tout simplement. Ça sort généralement pas de là. Parce qu'elle est jeune et elle a un cœur sain. Hein. Et donc, au fait, j'ai une tachy à QRS large qui est suivie d'une tachy à QRS fin. Je compare la longueur du cycle. Si en tachycardie à QRS fin, le cycle est plus court que lorsque la tachy est à QRS large, ok, vous pouvez suspecter 100% qu'il s'agit de la présence d'une voie accessoire. Ok? Tachy à QRS large, plus lente que lorsque la tachy est à QRS fin, égale la présence d'une voie accessoire. Premier critère. Deuxième critère par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, regardez l'onde de T, comment elle est, l'onde de T comment elle est, surtout l'onde de T, elle est là. L'onde de T est clairement déformée par la présence d'une extrasystole atriale, et basée sur ce que je vous ai dit en rythmologie, quand une cavité initie une tachycardie, c'est cette cavité qui est responsable de la tachy. Donc, je suis dans du supraventriculaire. Non seulement je suspecte la voie accessoire sur juste la différence de la fréquence cardiaque, mais en plus, à partir du moment où j'ai une extrasystole atriale, ça me confirme ça. C'est la même patiente, mais maintenant, j'ai enregistré le tracé 12D. Donc, je peux raisonner un petit peu plus. Alors, tout le monde est toujours d'accord pour dire que c'est la même tachycardie ou finalement, vous changez d'avis? Est-ce qu'elle présente une TV? Sur V1? OK. Ici, là, tu parles de celle-ci.
Bien vu. Et donc, au fait, c'est quoi cette tachycardie QRS large? Alors, l'aberration, il n'y a que deux. C'est aberration bloc gauche ou bloc droit, hein, tout simplement. Quand on entend parler d'aberration, on dit il y a un événement qui est conduit avec aberration. Au fait, c'est soit c'est conduit avec un retard droit ou conduit avec un retard gauche. Il n'y a pas autre chose en termes d'aberration. Là, on est en train c'est quoi l'aspect? C'est un retard gauche ou un retard droit? C'est un bloc gauche typique, hein. Il est complètement négatif en V1, il est positif en V6, il est positif en D1 AVL. Donc, on est vraiment, et il y a l'absence d'onde Q dans ces dérivations-là, donc on est en train de bloc gauche. OK? Le tracé se continue comme ça, c'est pas fini. C'est exactement ce qu'elle a fait sur le Holter. Tachycardie QRS large, suivi maintenant d'une tachycardie QRS fin. OK? Et donc là, c'est un bloc gauche. Alors, je l'ai mesuré, c'est plus long ici que là. Donc, vous allez suspecter quoi? Une voie accessoire de quel côté? Du côté gauche. C'est ce qu'on appelle le bloc de branche gauche ralentisseur qui fait vraiment suspecter la présence d'une voie accessoire. OK? Clair pour tout le monde? Alors, il est... oui. Alors, juste pour expliquer très rapidement, et comme ça, vous comprenez, vous le retenez bien. Là, je suis en tachycardie QRS fin. Cette jeune avait une voie accessoire qui est là. Donc, c'est une tachy orthodromique. Ça descend par le nœud, la voie gauche, et ça remonte par... donc, le circuit, il est comme ça. Quand elle passe en bloc gauche, c'est bloqué ici. Donc, l'information électrique descend toujours par le nœud, mais comme la voie gauche est bloquée, il faut que ça descende par la voie droite et remonte après par la voie accessoire. Et vous voyez que le circuit est plus long. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le bloc gauche ralentisseur. Celui que je vous ai montré, c'est en faveur d'une voie accessoire gauche, mais si c'est à droite, c'est la même chose. Si vous avez un bloc droit ralentisseur, c'est que vous avez une voie accessoire du côté droit. En termes d'information, c'est très important pour le savoir, parce qu'on n'ablate pas une voie accessoire droite comme une voie accessoire gauche. Il vaut mieux le savoir parce qu'il y en a, une qui va nécessiter un abord gauche, c'est-à-dire un transseptal. Ce tracé, le dernier, c'est dommage, j'avais laissé le meilleur pour la fin, mais bon, on fait le suivant, qui est le meilleur. On laisse tomber celui-là. Celui-là, je le fais très rapidement pour Rachida. Elle disait tout à l'heure, cycle long, cycle court, ça peut déclencher de l'ATV. Oui, hein. Mais quand le patient est en FA là, comme ça, on ne peut pas éliminer un phénomène d'Ashman. Et au fait, pour faire la différence entre TV et juste de l'aberration, au fait, comme ce patient, on a la chance d'enregistrer une tachycardie QRS fin, encore une fois, et une tachycardie QRS large. Si je mesure le cycle, c'est exactement la même fréquence. Donc, ça, ce n'est pas de la TV, c'est plus ce qu'on appelle, enfin, vous pouvez oublier le nom, le phénomène d'Ashman, mais qui correspond à une aberration de conduction tout simplement. Okay? C'est comme ça qu'on fait la différence entre TV et aberration de conduction. Oui, ça, c'est juste pour vous montrer que ça. J'ai le temps ou on a vraiment fini? Le dernier. Allez, promis, c'est le dernier. 15 ans, très jeune, antécédent de fermeture chirurgicale du septum interatrial, fermeture chirurgicale du septum interventriculaire. Alors, c'est une fermeture chirurgicale, donc il y a de la scar hein, dans l'oreillette et dans le ventricule. Il est asthmatique et il est admis au décours d'une exacerbation d'asthme avec un tracé comme ça. Il arrive aux urgences, je vous promets, il arrive avec un tracé là comme ça. Et il se plaint de palpitations. Le TV, celui-là, complexe de fusion. Qui ferait quoi? Il se plaint de palpitations. Il est entre les mains des urgentistes. Hein. Le cardio ne l'a pas encore vu. C'est très bien que vous le voyez ce tracé parce qu'il est vraiment très très riche d'informations.
Alors, faute de temps, je vais passer vite. Au fait, là, je l'avais présenté, et j'avais suggéré ces diagnostics. Euh, Au fait, l'adénosine, il est asthmatique, hein, il est asthmatique assez cogné, donc ces médicaments, on peut pas les donner. L'adénosine et le bêta-bloquant, ça nous aurait arrangé de donner l'adénosine, mais on ne pouvait pas parce qu'il est asthmatique, euh, ni les bêta-bloquants d'ailleurs. Et donc, basé sur V1, hein, V1, nos collègues urgentistes, ils ont vu une onde P, QRS, une onde P, QRS, une onde P, QRS. Comme ils se plaignaient de palpitations, ben, ils ont dit ben, c'est de la tachycardie sinusale. Pourquoi ne pas ralentir tout simplement ils ont considéré ce tracé-là comme tachysinusal avec des ESV, hein, ce que tout le monde ici d'ailleurs a considéré. Il y en a même dit, il y en a qui ont dit TV non soutenu. Donc, basé sur ce tracé-là, tachysinusal plus ESV, ils ont dit, ben, on ne peut pas donner le bêta-bloqueur, on ne peut pas donner l'adénosine, on va donner des calciums, les bloqueurs calciques. Donc, ils ont donné verapamil. Voilà ce qu'il en est advenu. Ces trucs-là larges qu'on voyait, ben, on en voit un peu plus là maintenant. Vous êtes d'accord? Donc, ils ont dit, ben, peut-être on n'a pas donné suffisamment de... Voilà, on va augmenter un peu la dose, on va donner 10 mg de verapamil et on va donner, comme c'est des QRS larges, c'est des ESV, hein, ben, on va donner de l'amiodarone. Voilà ce qui se passe. On en voit de plus en plus hein, des QRS larges. Là, ils ont commencé à s'inquiéter et puis ben, il a commencé à se détériorer sur le plan hémodynamique et il était... Alors, c'est quoi ça? C'était une tachycardie atriale avec une préexcitation, avec une voie accessoire. OK? Et donc là, si je mesure ce RR intervalle, là, celui-là ici, il est extrêmement court. Et donc, c'était une voie accessoire maligne. Et au fait, si je vous remets le clou pour faire le diagnostic, eh ben, il y a deux clous. Il y avait des ondes P hein, qui précédaient. Et tout simplement, au fait, ce n'est pas la vertu d'une hyperstabilité ventriculaire de changer de morphologie. Quand vous avez sur une ligne continue des QRS de morphologie différente, suspectez la présence d'une voie accessoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Je prends juste une petite minute pour expliquer. Quand vous avez une voie accessoire à côté du auriculoventriculaire, donc la partie du ventricule qui est activé via l'accessoire, c'est ce qui va générer l'onde delta. On est bien d'accord. Et donc le PR c'est pour ça le PR est court. Le nœud, lui, il protège le ventricule, il protège la vie. Donc son souci, c'est toujours d'analyser ce qui vient de l'oreillette. Et donc il ralentit sa conduction. La voie accessoire, elle n'a pas cette intelligence. C'est soit elle conduit, soit elle ne conduit pas. Et quand elle conduit, ben, ça génère un PR court. Et donc cette partie du ventricule se traduit comme ça. Et dépendamment de la vitesse de conduction de la voie accessoire, on peut avoir soit une petite onde delta, une onde delta majeure, ou alors une onde delta. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Donc, pour le cas de notre patient, je vous remets le tracé avec lequel il est venu. Et je vous ai dit, ce n'est pas la vertu des ESV de changer de morphologie. Or là, ça débute par, si on voit bien ici, vous voyez une magnifique onde delta ici. On est bien d'accord? Donc, au fait, il y avait une compétition de conduction entre le nœud auriculoventriculaire qui fait venir au ventricule des QRS fins et la voie accessoire qui donne une voie accessoire majeure. Alors, ce qu'ils ont fait aux urgences quand ils ont donné le verapamil, le nœud qui protège le ventricule a été bloqué, tout simplement. Donc, ils ont favorisé la conduction exclusivement par la voie accessoire. Donc, comme il était en tachyatrial à 300 par minute, ben, les 300 sont transmis au ventricule. Et c'est pour ça, si vous mesurez ce RR intervalle, il est à 200 millisecondes, c'est-à-dire à 300 battements par minute. Il n'était pas loin de la fibrillation ventriculaire. Donc, ils ont décidé à juste titre de le choquer. Et quand ils l'ont choqué, ben, voilà ce qui, voilà. Vous avez une voie accessoire gauche qui est magnifique. Là, ce n'est pas une onde de Q. Je vous promets que ça, c'est une onde delta hein, qui est en faveur d'une localisation postérieure gauche de la voie accessoire qui est présentée. Alors,
Au fait, ce qu'on a considéré comme des ESV, je mesure les RR. Si c'est court, ça m'inquiète, surtout qu'il est en période d'asthme exacerbé et que la tachy atriale est rapide. Je n'ai aucune information cette voie que ce soir. C'est sûr que d'emblée, je l'aurais choqué. J'aurais corrigé la tachycardie atriale. Ça, c'est certain. Ralentisseur d'une EAV. Au fait, quand ils sont stables sur le plan hémodynamique, si on a la flécaïne, ce n'est pas une erreur de la donnée. Idéalement, et dans les recommandations, c'est procaïnamide. C'est le seul médicament qui est préconisé dans cette situation quand ils sont stables sur le plan hémodynamique. Si on n'a pas ces antiarythmiques, et au Maroc, malheureusement, on n'a pas ces antiarythmiques-là en voie injectable, je pense qu'il ne faut pas perdre du temps et il faut rapidement choquer le patient.